Bonjour et bienvenue à Sans parachute, le podcast entrepreneurial du Cégep Limoilou. Pourquoi sans parachute? C'est simple. Se lancer en affaires ou entreprendre un projet, c'est comme un saut dans l'inconnu. On a beau se préparer, évaluer les risques, se faire un plan de match, c'est très rare que dans les faits, ça fonctionne exactement comme on l'avait prévu. Il faut donc apprendre à s'adapter, innover et changer les plans en cours de route pour réussir à atteindre nos objectifs. Bref, c'est comme sauter d'un avion en chute libre et apprendre à dompter les vents pendant la descente pour atterrir là où on veut ou au moins là où ça va faire le moins mal. Bonjour tout le monde et re-bienvenue à notre podcast Sans parachute où on parle de l'entrepreneuriat, on démystifie un peu la patente et on va voir plus dans les coulisses. Aujourd'hui, on a avec nous en fait Jean Gagnon. Bonjour. Salut Jean. Jean, t'as quand même un grand parcours, un long parcours dans l'entrepreneuriat. Puis tu viens de nous jaser ça aujourd'hui. Puis tu aussi, non seulement tu es un entrepreneur, mais tu accompagnes aussi des entrepreneurs. Fait qu'on va jaser de cet aspect-là aussi, essayer de donner des petits trucs aux gens qui auraient le goût de se lancer. Premièrement, ton parcours. Par où je commence? C'est ça. J'ai commencé, l'entrepreneuriat, des fois, on dit, ça part quand on est en affaires, mais non, ça part quand on est jeune aussi. Alors, quand j'étais au secondaire, il y avait une petite coop étudiante, puis on vendait des livres, des papiers, crayons pour aider les gens qui ont oublié. Puis, moi, j'ai transformé cette coop-là étudiante pour vendre des bonbons, pour vendre une slush, pour vendre des petites guides ou des choses que les gens avaient à vendre à ce moment-là, les jeunes. Alors, de fil en aiguille, ça s'est comme développé, puis c'est devenu beaucoup plus grand. Par la suite, j'ai été en entrepreneuriat à l'université, puis j'ai eu la piqûre marketing entrepreneuriat, puis je me disais, OK, c'est le fun, l'université, ça doit être pareil dans la vie réelle. Et là, j'ai eu un petit choc aussi, alors commencer à mon compte pour aider les entreprises à se positionner en tant que marketing sur le web qui était nouveau à l'époque. Alors, ça a commencé à ce niveau-là. Par la suite, j'ai été comme directeur au niveau international pour des présentoirs en marketing toujours. Puis quand je suis revenu à Québec, je dis, je voudrais me partir quelque chose de local avec les mêmes valeurs que moi. Alors, je me suis associé au Chocolat Favori, qui était à l'époque juste à Lévis. Alors là, ça a bien changé depuis. Mais là, on a parti celui-là à Charlesbourg, à Cap-Rouge. Par la suite, j'ai vendu le tout pour aller enseigner, pour aller transmettre ce que j'avais appris sur le monde dans la vraie vie, pour transmettre à d'autres. Alors, j'ai fait ça pendant 10 ans pour aider les entrepreneurs, toute forme d'entrepreneur, tout type de projet. Alors, il n'y a pas un type d'entrepreneur. Il faut vraiment penser, tu as une idée, tu as quelque chose que tu veux faire, une différence. Alors, moi, j'accompagnais ces gens-là. Tu as parlé de type d'entrepreneuriat. Parce que souvent, quand on mentionne aux gens l'entrepreneuriat, ils pensent, je vais m'ouvrir une business, un magasin, une grosse compagnie. C'est pas juste ça, l'entrepreneuriat. Il y a différents types d'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un véhicule pour se réaliser, pour exprimer qui on est, puis faire la différence, apporter notre couleur, répondre à des problèmes, offrir nos services. Ça peut être des artistes qui veulent peindre, qui sont entrepreneurs, ça peut être des écrivains, ça peut être des gens qui font du tatou, ça peut être une coiffeuse, ça peut être une esthéticienne, ça peut être quelqu'un qui est en affaires, qui veut ouvrir une boutique de livres, de vélos. Alors, puis avec le web, il y a plein de possibilités également. Alors non, il n'y a pas juste une forme d'entrepreneur, mais vraiment, il y a des gens qui veulent faire la différence au niveau social parce qu'on le sait, les organismes ont besoin. Alors, on peut développer son côté entrepreneur à l'intérieur d'une entreprise existante ou à l'intérieur d'un milieu. Alors, c'est vraiment de prendre ce qu'on a en dedans puis de dire comment je peux faire mieux, comment je peux faire différemment. Pas rester dans la boîte, thinking outside the box en anglais, mais vraiment aller plus loin pour créer quelque chose qui nous ressemble, puis apporter une valeur ajoutée, faire la différence, apporter de la richesse aussi. Il y a autant de types d'entreprises qu'il y a d'entrepreneurs. Oui. Tu
Tu sais, c'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est vraiment de développer une entreprise selon comment nous, on le voit. Tu sais, il y a personne qui va dire, bon, il faut absolument que tu fasses ça de cette façon-là. Non, il y a tellement de façons de faire. Il faut que tu ailles chercher les outils. Il faut que tu t'entoures pour reconnaître tes forces, reconnaître aussi tes faiblesses pour maximiser l'impact que tu vas avoir chez les gens, mais tout en minimisant l'impact financier, administratif ou l'impact de tes faiblesses aussi. Tu nous as parlé un peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat. Ton côté là, d'aider les gens à se partir en entreprise, justement, là, l'enseignement et tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Je pense que j'ai toujours, même à l'intérieur de mes entreprises, quand j'étais au Chocolat Favori ou j'étais ailleurs, il y avait toujours une façon de former les gens. Tu sais, quand ils arrivaient, ils étaient très jeunes, peu ou pas d'expérience. Et là, je leur montrais l'importance du savoir-être, l'importance du savoir-faire, puis l'importance du savoir. Le savoir, on le voit beaucoup au niveau des connaissances, mais le savoir-être, on en parle peu. Et pour moi, j'ai été chanceux, j'ai été choyé, j'ai eu beaucoup de mentors qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné tout au long de ma vie. Autant Paul-Arthur Fortin, qui a fondé la Fondation de l'entrepreneurship, qui était venu faire une conférence avec qui j'ai jasé, puis qui m'a ouvert ses portes pour me montrer comment faire. Et ça a été pour moi un appel de redonner au suivant. J'adore aider les gens à découvrir leur potentiel, à voir tout ce qu'ils ont en dedans, puis à les voir différemment de ce qu'ils se voient. Au début, il faut se projeter, il faut être capable de pas regarder qu'est-ce qu'on fait de mal, mais regarder qu'est-ce qu'on fait de bien. Parce qu'un entrepreneur n'a pas de boss, ou s'il y en a plein, c'est tous ses clients, mais d'être capable de se donner la tape dans le dos quand ça va bien pour se féliciter, puis d'être capable de se donner un bon coup de pied quand il faut avancer puis sortir de sa zone de confort pour aller plus loin. Alors pour moi, ça a toujours fait partie de « oui, vas-y, t'es capable, puis comment je peux faire pour t'aider? » Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont aidé quand j'avais besoin. Qu'est-ce qui est important de savoir, tu sais, pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires, tu sais? OK, demain matin, j'ai une idée, je veux faire ça, mais par quoi je commence? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi les étapes du pré-démarrage? Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs façons de faire qu'on peut découvrir. Moi, je vais parler plus de la mienne, qui est une approche très terrain, très groundée avec les gens. Tu as une idée, fais-toi challenger sur ton idée. Parle-en. Et sois ouvert aux commentaires. Parce qu'il y en a, on peut voir les commentaires de façon négative, puis on peut voir les commentaires de façon constructive. Puis les commentaires des autres vont nous amener à vraiment clarifier ce qu'on a à offrir, à clarifier à quel besoin ou à quel problème je réponds. Parce qu'il ne faut pas se cacher, on pense qu'on a l'idée du siècle, puis la façon de faire, la persévérance, l'offre qu'on va créer, là, va amener vraiment une différence. Mais au début, on est comme dans l'idée du siècle, et pour la clarifier, il faut que tu te fasses challenger. Il faut que tu en parles à d'autres. Il faut que tu te fasses accompagner, à mon avis, par des gens qui sont passés par là. Moi, je dis toujours, trouve-toi un qui. Qui peut t'aider ou qui est passé par là? On peut apprendre de nos erreurs, mais on peut apprendre des erreurs des autres. On peut apprendre des bonnes façons de faire. Souvent, on sous-estime qu'est-ce qu'on peut faire à long terme, puis on surestime qu'est-ce qu'on peut faire dans le même mois. On veut tout pour demain. Mais non, donnons-nous le temps. Tu sais, quelqu'un qui veut devenir médecin travaille sur son projet pour devenir médecin pendant 5, avec les résidences, 7 ans ou 10 ans. Alors, en affaires, on pense que dans la première année, il faut que ça fonctionne. Non, c'est un apprentissage, c'est une école. L'importance de bien s'entourer pour bien avancer. Non, souvent... Bon, je parle pour moi, mais je connais beaucoup d'autres. Tu parlais, on veut aller vite, mais on veut aller vite, puis on veut faire les choses à notre façon, puis des fois, on dit « Ah non, je vais faire ça tout seul, ça va aller plus vite. » Mais malheureusement, souvent, c'est là qu'on a nos leçons. Le plus grand message que je voudrais que les gens retiennent, c'est de donner le droit à l'erreur. Si tu fais pas d'erreur, t'avances pas. Quand tu apprends à faire du vélo, tu vas faire des erreurs inévitablement. Puis ça, on voudrait être des supermen, des superwomen, puis réussir du premier coup. Mais c'est pas le cas. Il faut que tu te donnes le droit à l'erreur. Tu sais, la première fois que je suis allé voir un client, c'était tout croche. La première fois que j'ai enseigné un cours, c'était tout croche. Mais c'était le meilleur que je pouvais donner à ce moment-là. Puis là, on s'améliore, puis on travaille sur nous, puis on se donne, on va voir d'autres professeurs, on va voir d'autres personnes qui
présentent leur projet, puis là, OK, ça me prend des outils. Ou ça me prend... Au début, j'apprends quelque chose de par cœur, puis on se rend compte que ça passe pas, l'émotion passe pas, je suis pas intéressé par la personne. Alors, on apprend à poser des questions. Plutôt que d'affirmer, on prend le temps de poser des questions. D'autres erreurs, aller trop vite, vouloir tout faire seul. Tu sais, je dis toujours aux gens, si on déménage demain matin puis que tu as 100 boîtes puis tu es tout seul, tu vas les faire, les 100 boîtes. Le financier est un gros enjeu. Puis souvent, on pense que, OK, quand je vais être en affaires, je vais apprendre l'argent. Je vais apprendre comment ça se passe. Mais être en affaires, c'est une extension de nous-mêmes. Alors, comment que je gère mon argent personnellement? Puis ça, c'est Jim Rohn, un de mes mentors, qui est malheureusement décédé, mais qui m'a apporté énormément. Il y avait une sagesse. Puis, tu sais, les gens, ils disaient, quand tu vas gérer, la façon que tu gères ton argent personnellement, c'est comment tu vas gérer ton argent dans l'entreprise. Alors, on n'a pas besoin d'attendre pour partir en affaires pour apprendre à gérer. Puis ça, c'est tabou, hein, l'argent. Alors, il ne faut pas en parler. Mais tout le monde a de l'argent, tout le monde a une carte de crédit. Tout le monde s'endette. Il y a du bon crédit, puis il y a du mauvais crédit. Puis garder comment l'argent peut me servir dans le cadre de mon projet. Et non, moi, je travaille uniquement pour l'argent. Parce qu'au début, on ne se le cachera pas. Quand on commence, là, on n'est pratiquement pas payé. Il ne faut pas calculer notre temps en tant qu'entrepreneur. Alors, mais de se dire, quand j'ai un projet en tête, est-ce que ça mérite que je porte mon temps là-dessus? Et là, plus on se recadre, plus on met des énergies à la même place, plus on va avancer, plus on peut voir des résultats. Mais au début, c'est comme partir en affaires, c'est comme monter une grosse montagne avec une boule, une roche. Là, c'est tough, mais quand je suis rendu en haut de la montagne, je ne sais pas c'est quand pour toi, je ne sais pas c'est quoi. Mais quand je pousse la boule, là, elle prend de la vitesse parce que je suis monté la montagne. Mais au début, il faut que tu la montes. Il faut que tu apprennes à te connaître, il faut que tu connaisses ton marché, il faut que tu connaisses tes clients. Faut y mettre notre couleur. Si on veut avoir du fun, si on veut que ça fonctionne, si on veut que les gens viennent à nous, essayer de copier quelqu'un d'autre, la façon de faire de quelqu'un d'autre, c'est rarement une bonne idée parce qu'on ne sera pas authentique. Donc, c'est aussi une des erreurs que j'ai vues régulièrement. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu pourrais dire? Bien, c'est très bien dit, là, ce que tu as dit. C'est que souvent, on peut s'inspirer de ce qui existe. Tu sais, on ne réinvente pas la roue, mais on la met à notre couleur. On fait les petites distinctions. Je parlais dans une classe, puis les gens étaient... On avait 25 entrepreneurs, puis les gens étaient comme, au début, gênés de parler de leur projet parce qu'on a peur de se faire voler notre idée. Mais là, je dis, OK, on va mettre quelque chose au clair. Demain, là, on fait toute la tarte aux pommes. Est-ce qu'elle va goûter la même affaire? Non. Quelqu'un qui va mettre de la cassonade, l'autre va mettre du sirop d'érable, l'autre il va changer la croûte, l'autre il va changer le topping, l'autre il va rajouter des fruits. À la base, c'est ça d'être entrepreneur. C'est que tu peux créer un produit qui ressemble à d'autres, mais que tu peux l'amener tellement différemment. Alors, quand tu trouves ta façon d'amener une différence dans la vie des gens, puis il faut faire attention entre vouloir toujours changer. Parce qu'on s'entend quand on crée quelque chose de nouveau, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de prototypes, il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut faire. Mais une fois que j'ai une recette, pourquoi je sortirais tout de suite? Je vais essayer de la rentabiliser avant de partir pour faire 5, 6, 7 autres recettes. Alors, vraiment, l'idée, c'est d'apporter sa couleur, de trouver sa recette gagnante que les gens vont être intéressés à acheter. Parce qu'en entrepreneur, il faut qu'il y ait une notion d'argent aussi qui puisse vivre de tout ça. Mais il y a l'entrepreneuriat social aussi qui a une recette qui veut faire un impact. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'on fait intérieurement qui nous ressemble, puis dans lequel on est bien, puis qu'on est fier de montrer ça aux autres. Est-ce que tu as d'autres conseils, dans le fond, à donner aux gens là, qui nous écoutent, puis qui auraient peut-être un petit début de projet, puis qui sont un peu, je sais pas, ils savent pas trop où ils s'en vont avec ça? Bien, oser. Oser en parler. Oser, même si c'est un stade embryonnaire. Moi, je dis toujours, on sait de où ça part, mais on ne sait jamais où est-ce que ça peut nous mener. Puis, l'idée, c'est de dire, ben, OK, aujourd'hui, je pense à ça. Je pense qu'il y a une opportunité là. Je vais creuser. Puis, en creusant, en essayant, en vulgarisant, en parlant de notre projet, ça achemine. Il y a des gens qui, ah ouais, c'est vraiment intéressant. Puis là, ils viennent valider que ce que tu fais, ça a du sens. Puis là, tu continues, puis là, tu découvres des partenaires, tu en jases avec des bonnes personnes qui vont t'aider à mener plus loin.
Puis là, ça devient comme, ah oui, c'est possible. Au début, on y croit, puis on y croit pas. Un jour, on est dedans, l'autre jour, on n'est pas dedans. Alors, c'est de dire, bien, essaye-le, donne-toi une chance, parle-en à ton prof, parle-en à des gens qui sont passés par là, puis regarde dans ton horaire quand est-ce que tu peux travailler sur le projet. L'entrepreneuriat, c'est un peu de vivre ses passions aussi. C'est très important, là. C'est de matérialiser un peu sa passion puis de réussir à en vivre. Vraiment, vraiment. Moi, en tout cas, ça fait partie. Il y a d'autres types d'entrepreneurs, mais pour moi, ça part de nos passions. C'est comme, qu'est-ce que tu fais que si tu n'étais pas payé, tu serais prêt à le faire? Pareil. Puis qu'après ça, tu te dis, hey, je suis payé pour faire ce que j'aime. Un autre conseil que je dirais que ça me fait penser, c'est continuer toujours à se former. Parce que maintenant, la formation est disponible tout le temps. Il y a des spécialités. Alors, on peut se former par l'école, le système scolaire, puis après ça, on peut continuer à aller chercher des formations spécialisées dans le domaine. On a accès avec le web à des formations. Moi, j'ai suivi des formations en Europe, puis j'étais à Québec, en anglais, dans d'autres langues. Puis là, ça nous permet de voyager, de voir comment ça se fait ailleurs pour améliorer ce que je fais maintenant. Maintenant, tu es à la ruche. Donc, le sociofinancement, c'est une bonne alternative pour quelqu'un qui veut se lancer, puis qui est, surtout les jeunes, on va se le dire, là, c'est bien rare qu'un jeune va avoir l'argent qu'il faut pour se lancer en affaires, même les plus vieux aussi. Oui, c'est ça, jeunes et moins jeunes. Jeunes et moins jeunes. Donc, comment ça fonctionne, le sociofinancement? C'est quoi? En quoi ça peut nous aider? Le sociofinancement, c'est une belle alternative. Honnêtement, là, on en parlait de l'enjeu financier tout à l'heure. Puis souvent, on a une idée, mais on ne sait pas comment la matérialiser parce qu'on manque de sous. Et là, quand on fait une campagne de financement participatif sur la ruche, on a eu l'occasion de montrer qu'est-ce qu'on fait. On tourne une vidéo, on présente notre projet, puis on offre des contreparties. Alors, des contreparties, c'est en échange d'argent, on offre des produits, des services, un événement, quelque chose d'exclusif. On peut offrir plein de choses aux gens en contrepartie. Donc, c'est une façon de tester son marché. Puis, il faut que tu travailles pour te faire connaître. Alors, quand on a une idée, bien là, il faut que j'en parle à d'autres. Il faut que je me crée une communauté qui va être intéressée, qui vont peut-être devenir clients. Alors, quand ils achètent ce que j'ai à offrir, que ce soit mon premier service, bien là, j'ai mes premiers clients en même temps. Alors, c'est une belle façon de démarrer. Puis c'est aussi pour des projets sociaux, des projets organistes, avec des organismes, mais aussi pour des entreprises existantes qui ils ont commencé, ils ont créé leur entreprise, puis là, oups, ils rencontrent qu'il y a un plafond, puis là, ils ont besoin d'acheter un équipement. Mais cet équipement-là coûte beaucoup de sous. Alors là, je peux financer cet équipement-là en faisant une campagne, en disant aux gens, bien, voici, j'existe, vous ne me connaissez peut-être pas, ou ceux qui me connaissent, voici où est-ce que je veux aller, voici ce que je veux créer de nouveau. Alors, c'est une belle façon d'aller chercher des sous, puis de se faire connaître de la communauté en même temps. Puis il y a vraiment de tout là, sur la ruche, là, des projets de toutes les sortes. C'est vraiment le fun d'aller voir ça. J'aime bien aller explorer ce qui se passe là-dedans. Oh oui, tous les types de clientèle. Là, on a des étudiants du cégep qui sont là actuellement, qui se font campagne. Il va en avoir sûrement d'autres. Moi, c'est juste le début. Universitaires, hommes, femmes, immigrants, organismes qui font campagne. Alors, tous les types de projets peuvent être admissibles sur la ruche, peuvent faire connaître, vraiment. C'est très inspirant. Merci beaucoup, Jean. Puis je pense qu'on va te réinviter encore. Avec plaisir. On aurait pu jaser encore de bien longtemps. Donc, merci beaucoup de t'être prêté au jeu puis d'être venu jaser avec moi. Puis merci beaucoup à tout le monde. Puis on se revoit pour une prochaine émission. Merci. Bye.